Bonjour à tous. Dans le cadre de notre découverte des métiers du secteur humanitaire et social, nous nous intéressons au rôle du coordinateur social au sein de l'association France Terre d'Asile, notamment dans le programme Agir Paris. Cette structure accompagne les migrants dans leur parcours d'intégration en France en leur apportant un soutien social, administratif et professionnel. L'objectif de cette interview est de mieux comprendre les missions, les compétences et les réalités du métier du coordinateur social, ainsi que les enjeux liés à l'accompagnement des publics en situation de migration. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je suis McDonald Uli, je suis coordinateur social, référent droit social-logement à Agir Paris de l'association française d'asile. D'accord. Quel est votre rôle en tant que coordinateur social? En fait, mon rôle, c'est de pouvoir outiller les travailleurs sociaux, qu'on appelle chez nous les conseillers d'insertion, pour pouvoir mieux accompagner le public migrant. Du coup, on a un rôle de formation, c'est-à-dire faire des formations pour les travailleurs sociaux, tout ce qui a rapport avec dans le domaine du logement et l'insertion, et aussi de pouvoir faire des contractualisations quand les CI ne sont pas là, parce que dans le programme, on fait des contractualisations pour l'intégration des personnes au sein du programme. Et ça, c'est deux. Et aussi, on répond à des questions des travailleurs sociaux sur des situations plus ou moins difficiles. Et nous, on est là pour les apporter un support technique par rapport à des situations qu'elles rencontrent dans leur travail. D'accord. Depuis combien de temps travaillez-vous chez France Terre d'Asile? Là, je travaille depuis France Asile, ça fait déjà 1 an, 6 mois. Mais avant, j'étais sur un poste de référent droit social logement. Et là, j'ai pris une petite évolution pour devenir coordinateur social. Ça, il y a de cela 6 mois. Quelles ont été vos études pour en arriver là? De base, je suis travailleur social. Après cette étude, j'ai un master en ingénierie du développement et de l'action humanitaire. C'est Mhm. par rapport à cette étude-là que j'ai pu intégrer le domaine humanitaire et social. Et voilà, c'est grâce à cette étude-là que je suis à ce poste-là. D'accord, je vois. Pouvez-vous nous raconter à quoi ressemble une journée type? C'est difficile parce que chaque journée ne se ressemble pas. Mais de base, puisque on doit former, on doit accompagner les CI, moi, je préfère vous présenter par exemple le mardi. Bah, je commence la journée avec une permanence que je fais pour les travailleurs sociaux. C'est une permanence qui est liée au logement. Et comme ça, ils viennent avec sur des créneaux de 30 minutes pour en discuter sur des situations des BPI, c'est bénéficiaires des protections internationales. Et du coup, on répond à leurs questions, sur leur situation. Et voilà, je suis là de les aider, de les essayer de trouver des solutions ensemble pour mieux traiter la situation des gens. Ça, si je fais sur des créneaux de 30 minutes de 10 heures à 13 heures. Et après, si j'ai des modules de formation à mettre en place, je suis là pour pouvoir mettre en place. Et aussi, s'il y a des ateliers, parce que aussi j'anime des ateliers avec les travailleurs sociaux. Si on a des ateliers à préparer, là, je fais la préparation de ces ateliers-là. Et après, tout au long de la journée, je suis là aussi s'il y a des questions pour répondre. Voilà aussi la formation. Ça dépend de la journée, mais c'est pas tous les jours, mais j'anime aussi des formations sur des thématiques bien spécifiques par rapport à ce qu'on fait, que ce soit sur la réunification familiale, sur question de droit au séjour, droit à la domiciliation, droits sociaux en France, c'est-à-dire tout ce qui est rapport à la CAF, tout ce qui est rapport à la CEPAM, tout ce qui est rapport à la solidarité de transport, etc. D'accord, je vois. Et avec quel public travaillez-vous? Enfin, les types de migrants, les situations. France d'asile accompagne les migrants dans tout le processus, mais le programme Agir est spécifique parce que nous, on accompagne des personnes qui ont déjà le statut de réfugié, c'est-à-dire après avoir fait D'accord. la demande d'asile, la personne qui a déjà le statut de réfugié, il y a plusieurs types, que ce soit les réfugiés ou le statut subsidiaire. Là, on les accompagne, on les aide pour mieux intégrer en France. Du coup, travaillez-vous en équipe ou avec des partenaires extérieurs ou plutôt Oui, personnellement? effectivement, on travaille en équipe parce que là, déjà, pour accompagner les travailleurs sociaux, pour pouvoir eux-mêmes d'aller accompagner les BPI, on est obligé de faire tout en équipe, que ce soit pour mettre en place des ateliers,
Et ça, on est obligé de faire en équipe. Et aussi, pour répondre à leurs questions, ça, un travail en équipe. Et également avec des partenaires extérieurs, parce que nous aussi, il y a un volet quand on ne pourra pas répondre concrètement à la situation de la personne, on fait aussi de l'orientation, c'est-à-dire on oriente les personnes vers d'autres structures. Vous êtes plus là pour accompagner, pour aider les gens dans leur volonté d'avoir peut-être d'autres papiers, d'avoir des droits, etc. C'est une bonne cause. Du coup, on va plus se centrer sur le public accompagné. Quels sont les besoins principaux des personnes que vous accompagnez? En France, pour intégrer, il y a deux types de choses qui est très, très important pour les gens. C'est surtout le logement et aussi un emploi. Nous, quand quelqu'un rentre dans le programme, on est là pour aider les personnes là dans cette démarche pour trouver un logement. Oui. Quand je dis logement, c'est de manière générale, mais on fait la différence aussi entre hébergement et logement. Et ça, c'est un premier volet. Et deuxième volet, c'est de pouvoir insérer la personne professionnellement, c'est-à-dire l'aider à trouver soit un CDD, soit un CDI et aussi un CDDI pour des personnes en insertion, et également de leur permettre de trouver aussi des formations, que ce soit certifiantes ou diplômantes, pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi plus tard. D'accord, je vois. Quelles compétences sont nécessaires pour ce métier en réalité? Là, déjà, c'est de pouvoir accompagner les personnes, ça qui demande de pouvoir faire des diagnostics pour pouvoir identifier les besoins de la personne et voir comment on peut l'accompagner vers son projet. C'est-à-dire déjà, c'est pour de Oui, pouvoir analyser, écouter la personne et aussi la capacité d'orienter, d'animer des ateliers, d'avoir une bonne capacité d'écoute et aussi la sympathie et tout ça pour pouvoir mieux faire sentir que la personne est chez lui et on travaille pour la personne. Et ça permet aussi de favoriser une sorte d'autonomie de la personne et ce qui arrange l'accompagnement. d'accord, je vois très bien. Donc, il faut des qualités humaines, des compétences, enfin, un savoir linguistique, que ce soit juridique ou encore social. On va plus se centrer sur l'organisation du travail. Comment coordonnez-vous les actions avec les différents acteurs, que ce soit les associations, les institutions, même les personnes que vous encadrez? Là, déjà, c'est quand il y a une idée pour pouvoir accompagner les gens. Nous, comme je viens de dire tout à l'heure, si ce sont des choses que nous pouvons faire nous-mêmes, on coordonne avec les travailleurs sociaux et on arrive à pouvoir mettre en place, que ce soit des ateliers, que ce soit des activités collectives, pour pouvoir, aussi ont des sorties, etc. Et là, pour faire tout ça, soit on rentre en contact avec des structures externes pour planifier, pour coordonner l'activité. Là aussi, il y a des visites, par exemple, dans des musées, pour visiter des sites touristiques, tout ça. Là, on coordonne avec d'autres structures. Et aussi, on coordonne avec d'autres structures étatiques, par exemple, pour des situations de titre de séjour. Là aussi, on est en parfaite relation avec la préfecture pour D'accord. essayer de répondre à des besoins. Et aussi pour des structures de droits sociaux en France, que ce soit la CAF, la CEPAM, on est en parfaite relation avec eux. Quand on a vraiment des grands blocages, on peut les contacter, on échange et ensemble pour trouver une solution. D'accord, je vois très bien. Donc, utilisez-vous des outils spécifiques pour suivre les bénéficiaires? Bon, c'est surtout tout ce qui a rapport avec le partenariat Ok, pour aller voir les structures. Et pour les bénéficiaires, c'est comme je dis, on fait le diagnostic, on d'accord, essaie de pouvoir développer la personne. C'est ce qu'on appelle de faire avec la personne et non pas faire pour la personne. On essaie de mettre ensemble, de pouvoir établir un plan d'action. Et à partir de ces plans d'action-là, on travaille pour l'aboutissement de projets, que ce soit le projet de logement de la personne oui, ou le projet professionnel de la personne. d'accord, je vois. C'est un métier qui a l'air un peu difficile puisque, vos actions vont avoir une influence sur ce que la personne que vous occupez, les bénéficiaires, seront plus tard. Donc, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez? Enfin, travaillez-vous sous pression ou avec des délais stricts? Y a-t-il des situations émotionnellement qui sont difficiles? Enfin,
Comment gérez-vous ces situations? J'avoue, c'est un travail qui est vraiment difficile parce que ça demande beaucoup de patience, surtout quand on accompagne des gens qui ne connaissent pas bien leurs droits. Là aussi, ça demande un travail en plus pour les expliquer et voilà les démarches qu'on fait pour eux. Et parce que des fois, ils sont là, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas qu'on est là pour les aider, quoi. Et D'accord, là, c'est un peu difficile pour nous de pouvoir les accompagner. Et aussi, l'autre grand problème qu'on rencontre souvent, c'est en termes de capacité linguistique. Déjà, on accompagne des personnes qui viennent partout en France, que ce soit dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire Asie, et on accompagne des Afghans, par exemple, on accompagne des Africains, des personnes qui ne parlent pas forcément bien la langue française. Du coup, on est obligé de faire appel à des interprètes et de d'accord, médiateurs sociaux oui, pour pouvoir assurer la communication et pour pouvoir mieux accompagner les personnes. Et aussi, l'autre difficulté, c'est quand on sait que la problématique du logement en France, c'est vraiment difficile. Et nous, quand d'accord, on fait des démarches, il n'y a pas assez de logements pour pouvoir... c'est difficile pour les gens de trouver un logement oui, digne. mmh, Et là, ça nous bloque, et ça nous met une charge émotionnelle oui, c'est parce vrai. qu'on travaille, mais des fois, la situation de la personne n'arrive pas à changer comme on veut, quoi. Oui, je vois. C'est plutôt difficile puisque, enfin, vous voyez la personne, vous commencez à la voir souvent, vous commencez à vous attacher et savoir que vous faites tout, mais qu'au final, vous tenez des promesses que peut-être vous n'arrivez pas à garder, mais pas de votre faute et que la personne, du coup, c'est vous qu'elle voit directement. Donc, elle va vous blâmer vous, alors que peut-être vous faites tout pour eux. Oui, c'est vrai. Mais plutôt, qu'est-ce qui vous motive à rester dans ce métier? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Qu'est-ce qui vous motive à continuer dans ce domaine? Non, déjà, on sait qu'on est là pour une bonne cause parce que Oui, aider des gens à pouvoir changer de situation, à pouvoir se sentir mieux, ça, c'est ce que nous avons comme en commun avec toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur-là, c'est-à-dire le social et l'humanitaire. On est là pour aider des personnes à changer de situation. Et à chaque fois, nous, on arrive à pouvoir permettre à une personne de s'intégrer en France. Là, il y a une sorte de fierté qui est oui, en nous et c'est ça qui nous motive tous les jours. Même si on sait que c'est difficile, mais à chaque fois, par exemple, on arrive à trouver soit un CDD, soit un CDI ou à trouver un logement pour une personne, à trouver un hébergement qui permet à la personne de sortir de la rue. Parce que là, il y a des personnes qui sont à la rue, qui n'ont pas un droit pour se protéger contre tout. Voilà, mais quand on arrive à trouver ça, ça nous donne vraiment l'envie de pouvoir continuer dans ce que nous faisons. Et là, c'est comme on dit, on travaille pour les humains, pour la dignité humaine, quoi. pour continuer, quelle évolution de carrière sont possibles, avec votre métier? Oui, il y a plusieurs possibilités d'évolution dans Mmh, ce métier. Par exemple, on peut commencer comme travailleur social et après, on peut évoluer comme en coordinateur. Par exemple, moi, j'ai commencé comme travailleur social et après, j'ai évolué en coordinateur. Et après, on peut évoluer aussi comme un chef de service. Et après, on peut toujours évoluer soit pour devenir directeur de structure et bon, directeur adjoint ou directeur de structure. d'accord, je vois, très bien. Et le secteur humanitaire offre-t-il des opportunités d'emploi? Oui, je pense qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a une forte demande à des personnes qui bon, sont en situation difficile et c'est pour ça en travail social il y a pas mal il y a pas mal de demandes, hein. Il y a pas mal de demandes. Oui, d'accord, je vois. Aussi, comme je vous l'avais indiqué et tout, la plupart, des du public qui vous écoute sont des étudiants qui sont en BUT, GEA, ils peuvent très bien être en TC, enfin, mais notamment en GEA. Est-ce que, là où vous travaillez dans votre entreprise, est-ce que vous prenez des stagiaires par moment? Oui, à des moments, on prend des stagiaires parce que aussi, c'est pas moi personnellement, mais euh, Le RH? Oui. on a
comment ça s'appelle? Il y a un groupe qui est là pour pouvoir chercher des partenariats avec d'autres structures. Et là, on a des stagiaires, par exemple, même pour l'instant là, on a un stagiaire qui vient pour nous aider à pouvoir contacter les structures externes. Et aussi, on a d'autres personnes qui sont là pour nous aider, soit dans des tableaux Excel, à faire d'autres choses beaucoup plus poussées. Et ça permet au travail social de pouvoir concentrer sur l'accompagnement et d'autres types de stagiaires occupent sur des choses beaucoup plus techniques. Actuellement, là, on a deux stagiaires pour le moment, mais ça change de temps en temps. On a des stagiaires, on a aussi des alternants. Oui, d'accord, je vois très bien. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut travailler dans ce domaine? Si la personne a senti et a le cœur pour pouvoir travailler dans ce domaine, de pouvoir aider les personnes à changer de situation, c'est un bon endroit de pouvoir les rencontrer, ces personnes-là, de pouvoir les écouter, parce que ces gens-là ont besoin vraiment des oreilles pour peuvent les écouter et pour les donner de l'espoir, pour les dire, bon voilà, ça peut changer, de leur comprendre, ça aussi donne du force. Là, si la personne elle semble capable de pouvoir accompagner des personnes, je peux dire, oui, c'est un bon endroit. C'est un bon endroit pour travailler parce Oui, que c'est vrai, il y a des difficultés, mais on sait aussi quand on peut quand être là pour une personne, quand une personne compte sur nous, ça nous ça nous booste de pouvoir continuer dans ce domaine. d'accord, je vois très bien. Pour continuer dans ce conseil un peu pour, tout le monde, quelles expériences, selon vous, sont valorisées dans ce secteur en prenant, par exemple, vos propres expériences personnelles, professionnelles? Donc là, c'est la capacité, comme je dis, de pouvoir accompagner et de pouvoir accompagner. Et accompagnement, c'est vraiment très large parce que, comme je l'avais mentionné, c'est de pouvoir écouter la personne, ce qui est très important. Et après, c'est de pouvoir faire un diagnostic et à partir de tout ça, de pouvoir accompagner la personne tout au long du processus pour atteindre les objectifs fixés. D'accord, je vois très bien. Pour terminer, ça serait la dernière question. Pour tous les étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, qui hésitent, qui ont peur de l'échec, de tenter si, enfin, de faire quelque chose qu'ils aimeront faire, quel conseil pourrez-vous leur donner? Moi, je pense de toute façon pour ces jeunes-là qui nous écoutent, c'est de pouvoir prendre du temps, de pouvoir balancer ce qui est en fait leur point fort et leur point faible, et de pouvoir, par rapport aussi à tel métier, quelles sont les compétences demandées de ce métier-là, et aussi qu'est-ce que ce métier peut apporter pour cette personne. Est-ce que la personne est aussi d'assumer les responsabilités que demande tel ou tel métier? Il y a des métiers, on peut se sentir bien, mais qui demandent des compétences beaucoup plus poussées. Il y a d'autres qui demandent des compétences plus poussées, mais aussi on n'a pas le côté humain pour pouvoir écouter, pour pouvoir avancer. Bon, c'est pas la peine d'aller dans ce domaine-là. En résumé, de manière générale, c'est de pouvoir identifier tous les métiers possibles et de voir est-ce que moi, je suis une bonne personne pour pouvoir aller dans ce domaine-là et voir quels sont les avantages et les inconvénients qu'il y a entre les métiers. Et à partir de là, ils peuvent arriver à faire un bon choix, un choix qui répond vraiment à ce qu'ils veulent dans la vie, quoi. D'accord, merci monsieur beaucoup. C'était un plaisir. Merci à vous. Cette interview nous a permis de mieux comprendre le rôle essentiel du coordinateur social dans l'accompagnement des migrants. Nous avons découvert un métier à la fois exigeant et humain, qui demande de nombreuses compétences, notamment en communication, en organisation et en accompagnement social. Cet échange nous a également permis de prendre conscience des difficultés rencontrées par le public accompagné, mais aussi de l'impact positif que peut avoir ce métier sur leur intégration. Enfin, cette interview nous a apporté une vision plus concrète du secteur humanitaire et social, ainsi que des parcours possibles pour accéder. C'est avec plaisir, monsieur, que j'ai pu vous interviewer. Prenez soin de vous. En tout cas, sachez que les étudiants vous écoutent et que grâce à vous, ils ont pris conscience d'un nouveau métier pour ceux qui ne le savaient pas, mais de la prise de travail conséquente qu'un coordinateur
social peut avoir dans sa vie. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.